je suis fils de chauffagiste, artisan. J'étais responsable technique. J'ai fini responsable technique dans une grosse société de chauffage sur Suisse où j'avais 9000 installations sous mes ordres. Et j'ai eu mon bureau d'études aussi en France, voilà. Et aujourd'hui, j'ai créé Walter, en fait, qui est une société pure d'expertise de chaufferie et d'accompagnement, en fait, pour aller chercher de l'efficience au niveau de ces systèmes. Donc, Walter, c'est une société qui est récente. C'est un nouveau métier qu'on est en train de créer, qui est situé entre le bureau d'études et l'exploitant. On vient vraiment changer l'exploitation et on va voir à travers la présentation comme quoi il y a des gros potentiels d'économie à aller chercher, en tout cas au niveau des chaufferies. C'est vrai que jusqu'à présent, quand on vous parle d'économie d'énergie, souvent c'est sur de la rénovation globale. Alors, on n'est pas du tout contre la rénovation globale, au contraire, il faut y aller. Mais par contre, il y a le système de chauffage qu'il ne faut pas oublier parce qu'il est générateur de beaucoup d'économies à faible coût, avec des temps de retour sur investissement importants. Donc aujourd'hui, en tout cas, je vous ai tiré quelques chiffres. On est à plus de 250 chaufferies expertisées, même 300, qu'on suit depuis 2 ans, plus de 8000 lots d'habitation, plus de 2000 tonnes de gaz à effet de serre économisés, mesurés. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, plus de 30 ans d'expérience, en tout cas de mon côté. Je tombais dedans quand j'étais petit, donc c'est très bien. Alors, au niveau des chiffres, alors ça paraît aberrant, mais c'est la réalité. Et encore, parfois, je suis un peu pessimiste. On sait qu'on a 95% des chaufferies qui ont des non-points de conformité. Parce que comme on est sachant, dès qu'on met les pieds dans une chaufferie, on va regarder les réglementations incendie, ventilation, tout ce qui est conformité pure de la chaufferie. Il y a 65% des installations qui ont des problèmes sur la qualité de l'eau, avec des eaux très calcaires, où il n'y a pas de protection, où on a des réseaux qui sont emboués, en tout cas de mauvaise qualité, qui rendent problème, en tout cas, sur les transferts thermiques derrière et qui vont venir faire surconsommer les copropriétaires sur les systèmes. Plus de 50% des régulations sont mal paramétrées, tout simplement. Donc ça, c'est l'économie très facile à aller chercher, que ce soit sur le pilotage des chaudières, que ce soit sur la production d'eau chaude ou des circulateurs. Quasiment 100% des installations sont surpuissantes aujourd'hui, donc 99%. Avec une surpuissance de 50%. Donc, c'est un impact qui est non négligeable. C'est-à-dire que la majorité des systèmes, en fait, fonctionnent plein pot et en sur-régime, avec des phénomènes de court cycle, donc usure prématurée du matériel, en plus des chaufferies qui coûtent plus cher au client final, parce que plus grosse, donc ça coûte plus cher, et une pollution plus impactante aussi au niveau des démarrages. L'expansion qui est mal contrôlée aussi, donc à 75%, ce n'est pas contrôlé ou inadapté. 85% du solaire qui fonctionne mal, ou même la moitié qui ne fonctionne pas du tout. Donc là, on verra qu'il y a aussi, pourquoi pas, des problématiques de montée en compétences, en tout cas de la part des personnes qui font l'exploitation. Et 98% de la maintenance qui est perfectible aujourd'hui sans recherche d'efficience. Moi, comme mon père m'a appris le métier à l'époque, c'était il y a pas loin de 30 ans maintenant, c'est écoute petit, si tu ne veux pas être embêté, fais que tes clients aient chaud et que ça tombe le moins possible en panne. Donc aujourd'hui, tous les systèmes sont poussés un petit peu à fond. Donc ce qui n'est pas bon du tout par rapport à l'efficience, et c'est facile d'aller chercher 20-30% d'économie parfois dans l'optimisation d'une chaufferie. En règle générale, on fait à peu près en moyenne 12% d'économie partout où on passe. Au niveau des chiffres, on sait qu'en copropriété, en tout cas en bâtiment de chauffage collectif, la part la plus importante des charges est la part énergétique, que ce soit le combustible, le contrat de maintenance, contrat P3 et les travaux. Donc, c'est vraiment là où il faut vraiment mettre l'accent. En tout cas, c'est si on veut réduire la charge ces charges en copropriété, c'est bien au niveau de l'énergie qu'il faut le faire. Donc via une rénovation globale ou via des choses plus simples au niveau de la chaufferie. Savoir que la chaufferie, l'avantage, c'est qu'on touche à tout type de bâtiment. Donc, dans cette répartition, là, c'était un exemple de copropriété. On a 61% de dépenses énergétiques, en tout cas, et le 39% sur le restant de la copropriété, donc tout ce qui va être autre charge. Donc, c'est vrai qu'on est en copropriété, qu'on regarde à la dépense parfois d'une société d'espace vert ou d'une société qui va faire le ménage, ne représente rien par rapport à l'énergie.
parce qu'on n'a aucun élément comparatif, en tout cas par rapport à l'énergie. On va repasser, avant de parler vraiment purement chaufferie, alors on a fait un petit bloc spécial pour se replonger un petit peu dans la chaufferie. Quels sont les organes à reconnaître, hein, et bon, on ne va pas rentrer trop dans le détail. J'ai vu qu'il y avait des profils de personnes qui sont beaucoup plus techniques, donc qui n'hésitent pas à poser des questions après via Guillaume ou moi-même pour aller un peu plus dans le détail, hein. Là, on est vraiment sur du basique, on va dire, hein. Donc, dans un local de production d'énergie, ce qui nous intéresse, bon, c'est ce qu'on appelle la chaufferie, hein, mais comme demain, ce sera des pompes à chaleur ou des chaudières à bois, on appelle maintenant un local de production d'énergie. Donc, dans lequel on va retrouver les différents organes, hein, donc une partie primaire, une partie production, une partie distribution. Hein, donc, distribution, ça va être tout ce qui va être radiateur, production d'eau chaude, ventiloconvecteur ou CTA. Et une partie production qui va être notre chaudière, sur laquelle il y aura des cascades, sur lesquelles il y aura des circulateurs, bouteilles de découplage, pas de bouteilles de découplage. En tout cas, c'est toutes des choses qu'on retrouve en chaufferie. Au niveau de l'élément principal de la chaufferie, hein, qui est la chaudière, c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous met plus que des chaudières à condensation, c'est une obligation, hein, depuis 2015. C'est des chaudières à haut rendement, haute performance, qu'on appelle. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a encore beaucoup de chaudières classiques, basse température, et c'est de comparer en tout cas les températures des fumées. Comme ça, vous allez bien comprendre l'évolution du rendement de ces chaudières en fonction de la température d'eau de la chaudière. Donc, si on part sur un principe une chaudière devrait être à 70 degrés, température maximum d'eau, il faut savoir que sur les anciennes chaudières, on avait des températures de fumée à peu près à 220 degrés. Hein, donc, il y avait même des plus anciennes où on était à 240, 250 degrés. Sur une chaudière basse température, on est à 150 degrés, et sur une chaudière à condensation, aujourd'hui, la tuyauterie de fumée est quasiment plastique, hein, donc on est à 95 degrés. Donc, on est allé chercher le maximum d'échanges pour récupérer la chaleur de la flamme pour transmettre derrière à notre liquide de caloporteur, hein, qui est l'eau, qui lui va diffuser les calories. Hein. Donc, pour ça, il faut beaucoup plus d'échanges, de surface d'échange entre la flamme et notre liquide caloporteur. Et ce qu'on va y chercher au niveau de cette chaudière à condensation, c'est un point de rosée. Donc, le moment où se transforme le gaz en eau. Parce que dans vos effluents gazeux, vous avez de la vapeur d'eau. Donc, ce qu'il faut aller chercher, c'est ces calories qui sont contenues dans cette vapeur d'eau et qui génèrent beaucoup d'énergie. Donc, pour atteindre un point de rosée dans une chaudière à condensation, il faut des températures de retour aux chaudières qui soient à peu près inférieures à 57 degrés, on va dire, pour le gaz, et puis 52 degrés à peu près pour le fioul. Donc, ça veut dire que d'un point de vue hydraulique, il y a des pistes importantes d'amélioration pour obtenir des bons rendements de ces chaudières. Aujourd'hui, sur le marché, on vous met des chaudières avec des étiquettes énergétiques. Donc, c'est très bien, hein, classe A+, A++ même. Mais en fait, le rendement de la chaudière ne fait pas le rendement de l'installation. Je m'explique par là, c'est qu'une chaudière très économe en énergie, A++, si elle est mal mise en œuvre d'un point de vue hydraulique, elle ne sera pas plus économe qu'une chaudière basse température. Donc, les écarts peuvent être très, très rapides. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de chaudières justement à condensation qui ne condenseront jamais. Donc, on perd facilement 10% de rendement déjà, 10 à 15% même parfois, sur des chaudières. Donc, les pistes d'optimisation dans toutes les slides en fait, que vous allez avoir, hein, je pense que Guyane va vous les diffuser après, vous retrouvez tout ce qui est pistes d'optimisation, donc bien sûr le rendement de la chaudière, les pertes, sa surpuissance, hein, comme on disait tout à l'heure. Idéalement, quand on met en route une chaudière, on la fait démarrer pour à peu près une demi-heure, hein, alors qu'avant, les chaudières tournaient 1-2 minutes, donc on fonctionnait en court cycle. C'est des économies. On peut comparer un petit peu à la même chose quand vous roulez avec votre voiture. C'est vous êtes sur l'autoroute, vous accélérez, vous freinez, vous accélérez, vous freinez. Ou bien vous dites, à la rigueur, je mets une vitesse constante régulateur à 110 km/h. Sur l'autoroute, vous verrez que vous consommerez beaucoup moins si vous êtes sur la partie régulateur. Donc, pour les chaudières, c'est exactement la même chose.
Donc derrière, il y a aussi un gros respect hydraulique. On ne change plus une chaudière comme on changeait une chaudière il y a 15 ans ou 20 ans en arrière. Donc maintenant, il faut vraiment repenser cette partie hydraulique pour aller chercher, exploiter le maximum de rendement sur cette chaudière. Et quelque chose qui est fondamental aussi dans les rénovations aujourd'hui, en tout cas sur ces chaudières à condensation, c'est la qualité de l'eau, parce qu'elle peut vite dégrader derrière les transferts thermiques et aussi la casse prématurée de ces chaudières. Aujourd'hui, c'est fréquent d'avoir des chaudières de 5 ans dans lesquelles on remplace les corps de chauffe. Donc, tout ça, ça se prévoit. On peut toujours faire minimum 15 ans avec une chaudière à condensation, mais pour ça, il y a certaines mesures de précaution à prendre. Dans l'installation, il y a une partie cerveau de l'installation aussi, c'est régulateurs. On a vu tout à l'heure, il y a plus de 50% des régulateurs qui sont mal paramétrés. Ça, je voulais vous mettre un petit exemple parce que c'est des choses qui sont vraiment assez courantes à trouver dans les installations. C'est que si on prend ici, par exemple, la température de l'eau chaude sanitaire qui a été réglée à 55 degrés, c'est beaucoup trop élevé, donc il y a des économies faciles à y chercher. Je sais que sur une copropriété que je suis maintenant depuis 3 ans, on a fait à peu près 15% d'économie en descendant de 10 degrés la température eau chaude sanitaire. C'était réglé à 70, on est descendu à 60. On est dans les ordres de 15% d'économie. Donc, ce n'est pas négligeable et ça, sans aucun investissement. Après, des températures de réduit qui sont mal réglées non plus. Bon, bref, tout ça, ça a été très mal paramétré, donc c'est assez fréquent. D'autant plus sur les bâtiments qui sont neufs avec l'individuation de frais de chauffage. C'est vrai que l'exploitant a tendance à mettre un petit peu tout à fond et il se dit de toute façon, il y a un thermostat d'ambiance qui va piloter une vanne de voies derrière. Donc, chacun pilote sa température comme il le souhaite. Sauf que derrière, au niveau de notre générateur, de notre production de calories, on surproduit des calories inutiles. Donc, c'est vraiment des choses à prendre en compte quand on dit qu'on génère des économies, même dans le neuf. Beaucoup d'économies sont allées chercher au niveau de ce régulateur. Donc, les pistes d'optimisation, c'est l'usage intempestif des organes, bien sûr, la bonne température. C'est fréquent de voir aujourd'hui des températures de consigne à 23, 24 degrés, d'autant plus quand des bâtiments ont été isolés, ont fait l'objet d'une rénovation thermique, on s'aperçoit que les points de confort, en tout cas, ont été augmentés. Pareil pour les bâtiments neufs. Les bâtiments neufs, alors qu'on a une température ambiante et une température ressentie qui est beaucoup plus acceptable que les anciens bâtiments, les températures de ressenti facilement de 21 voire 22 degrés, alors que sur un bâtiment neuf, du fait qu'on n'a pas ces effets de parois froides, on pourrait descendre à 20 degrés et on serait bien. Et derrière aussi, sur les régulations, ce qu'il faut aller chercher, c'est de l'anticipation par rapport justement par rapport à la masse du bâtiment, son aspect déphasage. Donc, la relance n'est peut-être pas forcément nécessaire 1 heure avant que tout le monde soit réveillé, mais une demi-heure parfois peut être suffisant. Donc, on joue aussi sur le déphasage du bâtiment. Dans notre installation, nous avons aussi des circulateurs ou des pompes. Donc ça, c'est un petit peu le cœur, on va dire, de l'installation hydraulique. C'est lui qui va transporter les calories. Aujourd'hui, notre constat, c'est 95%. Alors ça, ce n'est pas que notre constat, c'est le constat des fabricants, en tout cas, de circulateurs, que ce soit Grundfos et Willow, les grands majeurs qui occupent quasiment 95% du marché. Donc, le constat est le suivant, c'est que 95% des circulateurs sont surdimensionnés aujourd'hui. Donc, ça a une incidence derrière de surconsommation électrique et d'usure prématurée du matériel. Il y a 45% des circulateurs qui ne sont pas raccordés à la régulation. Ça veut dire que quand on passe en mode été, par exemple, ça nécessite l'intervention humaine pour arrêter ce circulateur. Alors que le régulateur, derrière, est capable de dire « moi, j'ai 22 degrés ou 21 degrés dehors, je coupe mon circulateur ». Donc, tout ça, c'est de l'économie électrique aussi qui coûte de l'argent et qui a un impact aussi environnemental. Donc, les pistes d'optimisation sont la surpuissance thermique, la surconsommation électrique, bien sûr, l'érosion et la cavitation. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui ont déjà envoyé des petits messages. Je vais regarder s'il y a des questions. Je vais d'abord finir la rubrique. Comme ça, on fera rubrique par rubrique si ça ne vous ennuie pas. Je
coupe, mais on Oui, répondra à l'ensemble des questions à la fin de la à la présentation, fin. si ça te va. Très Voilà. bien, Mais par contre, n'hésitez pas à les noter dans le chat au fur et à mesure qu'elles vous viennent. très bien. Donc, le calorifuge aussi, c'est quelque chose d'important, hein, surtout quand on parle de, aujourd'hui, on bénéficie encore des certificats d'économie d'énergie au maximal, au maximum par rapport à ce qu'on peut avoir. Et on a, en général, ça coûte 1 € avec le traitement des points singuliers. Hein, donc là, j'ai mis quelques exemples. Ça peut vite dériver. Hein. Là, en bas à gauche, vous voyez par exemple un ballon d'eau chaude sanitaire, donc qui est chauffé au moins à 60 degrés, qui n'est pas du tout isolé. Donc ça, vous avez l'équivalence d'un radiateur à peu près de 5000 watts qui tourne 24 heures sur 24, été comme hiver. Donc, il y a l'économie facile à aller chercher en isolant mieux ces canalisations et les productions derrière. Tout à l'heure, je vous disais par rapport à la pérennité de l'installation, hein, donc l'eau, c'est notre fluide caloporteur, hein, c'est le plus facile, mais aussi c'est le fluide de tous les dangers parce que c'est un matériau en fait qui est chargé en minéraux, donc il peut y avoir du calcaire. Il faut protéger les installations pour que dans le temps, on ait toujours la même performance et surtout éviter les avaries et la casse matérielle prématurée. Donc, cette eau, elle contient de l'oxygène aussi, elle contient des minéraux, de l'oxygène, qui, à basse température, on va favoriser le développement de bactéries, par exemple. Donc, c'est une attaque, on va dire, beaucoup plus biologique de l'installation et avoir développement de biofilms, de bactéries, en fait. Et on va se retrouver avec des canalisations où c'est souvent sur des plans chauffants, de la basse température, qui est complètement embouée. Donc, on va perdre beaucoup d'un point de vue performance et en pérennité, toujours pareil. Après, ça va venir se focaliser dans la chaudière. On va créer, ça va se durcir dans la chaudière et on aura une casse prématurée aussi du matériel. Et dernier point, l'une des causes principales de problématiques de pérennité dans l'installation, c'est la corrosion. Donc là, c'est plus, on va dire, une attaque chimique. C'est les échanges d'ions qu'il peut y avoir, l'interaction. Il faut savoir qu'il y a de l'oxygène dans l'eau, hein, l'oxygène dissous. L'oxygène est là pour oxyder. Donc, elle va s'attaquer à tout ce qui est matériaux ferreux, notamment, et créer des phénomènes de picking derrière ou des choses comme ça. Hein, donc, bien des mises à la terre. Les bonnes compatibilités aussi des matériaux, c'est des choses qui sont importantes. Donc, au niveau des pistes d'optimisation, bien sûr, on va la chercher là, c'est surtout la pérennité, hein, parce que la pérennité a un coût économique, mais elle a un coût aussi environnemental, parce que s'il faut remplacer une chaudière au bout de 5 ans, ça demande de l'énergie pour reproduire aussi une chaudière. La surconsommation énergétique, parce qu'avant d'arriver à la casse, souvent, on se retrouve avec des échanges thermiques qui sont fortement dégradés et on génère aussi beaucoup plus de pertes de charge dans les réseaux. Donc, un circulateur qui va devoir pousser beaucoup plus fort et souvent de l'inconfort derrière, des pannes, du dégazage, des fuites. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui sont très courantes. Donc, tout ça pour dire, voilà, ça coûte cher. Hein, il faut savoir qu'1 millimètre de tarte, par exemple, c'est 7% de transfert de chaleur en moins dans un corps de chauffe. Donc, c'est vite fait. Hein, on peut comparer ça à votre bouilloire électrique quand vous chauffez l'eau pour le thé ou une infusion. Elle chauffe beaucoup plus longtemps quand il y a du dépôt de calcaire au fond que quand elle a été détartrée, sauf qu'en termes d'énergétique, elle consomme toujours 2000 watts. Donc, 2000 watts plus longtemps, on consomme automatiquement beaucoup plus. Donc, tout ça, il y a un aspect technique, hein, on survole, hein, on peut rentrer beaucoup plus dans le détail hein, sur tout ce qui va être expansion, sécurité par rapport à tout ce qui est dimensionnement de soupapes, des choses comme ça, la production d'eau chaude. On a un temps qui est assez court. Donc, il faut surtout voir, c'est qu'il y a vraiment un volet technique qui est très fort dans cette installation, mais aussi un aspect réglementaire, donc qui va être lié à l'incendie, qui va être lié au renouvellement de l'air pour éviter tout ce qui va être problématique lié à la protection des personnes et des biens. Derrière, il y a aussi une alimentation en combustible qui peut poser problème. Donc, il y a des réglementations qui sont très sévères. Une alimentation en eau qui doit être protégée aussi. On ne remplit pas une installation comme ça. Donc, c'est vraiment des choses qui sont à prendre en compte quand on fait une expertise au niveau des chaufferies et sur lesquelles votre exploitant, en principe, devrait vous donner des conseils.
Et aussi, sur toutes les chaufferies de plus de 400 kW, il y a des contrôles tous les 2 ans à effectuer de performance des chaudières. Donc après, vous avez aussi, pour toute chaufferie, en tout cas en copropriété ou bâtiment collectif, c'est une obligation de maintenance, donc un contrat P2, on appelle, qui est soit un contrat avec une obligation de moyens ou une obligation de résultat. Ça, on va voir ça tout de suite après dans les contrats. Bien sûr, tout ça, il y a des responsabilités. Votre exploitant est un sachant, donc en principe, il doit vous donner tous ses conseils aussi derrière, chose qui, quand je vois les chiffres, sont souvent un petit peu négligés. Là, on va rentrer dans une partie un petit peu plus juridique, un peu plus voilà, pour les personnes qui ont des contrats de maintenance. Donc, on a vu qu'il y avait un volet technique. Maintenant, il y a une partie exploitation. Donc, on va rentrer sur les choses qui sont un peu barbares au niveau de ces contrats. Donc, on va reprendre un petit peu les terminologies, à savoir que l'ASDER vous diffusera le support sans aucune difficulté et que vous pourrez aussi vous relire un petit peu toutes ces terminologies à tête reposée. L'objectif du contrat de maintenance, c'est de diminuer les consommations énergétiques, ça c'est la base, donc optimiser au maximum. L'objectif aussi est de réduire le risque de panne et d'agir plus sur un volet préventif que curatif. Bien sûr, ne pas négliger le confort, au contraire, améliorer le confort pour tous. Il est obligé aussi d'avoir un historique sur le suivi des installations, un livret de chaufferie, et garantir la mise en sécurité des installations, des personnes et des biens. Donc, on reprend un petit peu des termes des différents contrats. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous familiers. En tout cas, il y a des postes de facturation qui sont le P1, la fourniture de l'énergie ou de combustible par l'exploitant. Le P2, c'est la partie maintenance, c'est la base du contrat. Toute chaufferie doit avoir un contrat P2, ce qu'on appelle un contrat de maintenance. P3, c'est les garanties totales. Ça, c'est les côtés assurance. Si une chaudière casse, on vous la remplace, vous payez un forfait et ça ne vous coûte pas plus cher. Le P4, c'est le financement. Si jamais le maître d'ouvrage, la copropriété ou autre n'a pas les moyens de financer les gros travaux, l'exploitant peut vous le faire, mais bien sûr, via un financement. C'est un peu le sofinco de la rénovation de la chaufferie. À savoir que c'est toujours des très mauvais taux et il faut mieux prévenir que guérir et anticiper justement les rénovations. Derrière, vous avez différents contrats, donc des contrats PF, marché, prestations et forfaits. Donc, ce sera tout expliqué après sur la slide suivante. Le marché température, le marché comptage, combustible et prestations. Là-dessus, on vous adosse encore des clauses. Clauses ou pas, c'est des clauses, on n'est pas obligé de les mettre. De l'intéressement, on peut adosser aussi une rigueur climatique que je vais appeler DJU, degré jour unifié, qui est normé. La répartition du P3, ce qu'on appelle les P3 aussi transparents, le rapport annuel, des pénalités et aussi une part petit q. Quand il y a la production d'eau chaude collective, c'est la quantité d'énergie pour chauffer 1 mètre cube d'eau chaude sanitaire. Donc, pour bien mettre un intéressement en fait que sur la partie chauffage. Donc là, je vous ai remis un petit peu le détail des différents postes de facturation. Ça, vous pourrez regarder par la suite, donc au niveau du P1, P2 et P3. Pour expliquer un petit peu en détail ces différents postes. Là, on a repris, alors c'est un arbre de choix qui avait été fait par le SCODE de Douai, qui est très très bien, facile de compréhension. Donc, comme on a dit tout à l'heure, tout contrat toute installation doit avoir un contrat P2. Après, en fonction, si vous voulez, du P1 ou du P3, c'est toujours vous poser, il y a 3 questions à se poser. C'est est-ce que je souhaite déléguer la fourniture du combustible ou m'en occuper moi-même? Oui, non. Donc de là, hop, ça trace déjà, ça divise par 2 quasiment les choix. Et après, est-ce que je souhaite payer l'énergie que je consomme en fonction de la rigueur climatique? Oui, non. Est-ce que je souhaite encourager les économies d'énergie? Oui, non. Et là, on diminue fortement on restreint fortement la possibilité, en tout cas, du choix de son contrat. Comme j'explique toujours, on peut avoir un contrat cher, il faut toujours le payer en fonction, en toute bonne conscience, se dire j'ai fait le choix de ce contrat, mais par contre, j'ai toutes les garanties derrière et moi, je m'occupe de rien.
Alors, quand on parle d'intéressement, c'est souvent problématique. Sur les contrats P1, P2, P3, on a souvent du P1, ce qu'on appelle avec intéressement. Alors, l'intéressement, aujourd'hui, c'est l'exploitant qui vous détermine, en tout cas, une cible théorique de consommation, ce qu'on va appeler un NB. Donc, c'est en fonction d'un hiver par rapport au DJU, la rigueur climatique du secteur, vous devriez avoir une consommation de chauffage de autant de mégawattheures. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la cible contractuelle NB. De là, bien sûr, l'hiver n'est pas le même que la théorie. Donc, on va comparer votre cible théorique à une rigueur climatique théorique à la rigueur climatique de l'hiver passé. Donc, c'est ce qu'on va appeler le N'(B). Et de là, on va comparer en fait la consommation réelle de ce qu'on a consommé réellement. Donc, c'est ce qui va créer l'écart. Si notre consommation réelle est inférieure au N'(B), et ben là, on aura un intéressement. Donc, l'exploitant va avoir une partie des économies d'énergie qu'il a générées. Ça veut dire qu'il a fait de la performance. Donc là, il va se mettre après, bon, c'est des contrats qui sont un petit peu complexes, dans lesquels il y a des paliers de 10%, de 20%, et dans lesquels on peut renégocier la cible. Par contre, si le NC est supérieur au N'(B), ce qui est quand même rarement le cas, c'est l'exploitant qui prend à sa charge une partie de la surconsommation. Donc, ce qui est important, en tout cas, dans ces contrats, c'est de bien déterminer la cible, de bien déterminer aussi, parce que la cible peut être variable avec le temps, non seulement par rapport à la performance de la chaufferie, mais aussi de la copropriété, en tout cas du bâtiment, il va peut-être partir sur une isolation thermique par extérieur, sur une rénovation globale. Donc, quelque part, de fait, le NC sera inférieur au N'(B). Donc ça, il faut vraiment anticiper dans les contrats, en fait, c'est quand allons-nous faire les travaux de rénovation thermique, auquel cas, j'anticipe quelque part avec l'exploitant ma nouvelle cible. Sinon, on va subir et les économies que vous aurez générées ne seront pas… c'est surtout l'exploitant qui va en bénéficier, en tout cas pendant la première ou deuxième année. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut anticiper fortement. Donc, ces contrats, en général, c'est des contrats de 8 à 10 ans. Donc, c'est pour ça que en général, on arrive à avoir une vision sur est-ce qu'on part sur des gros travaux ou pas. Donc, c'est des choses qui sont intéressantes à voir. Donc, les différentes clauses après derrière, ce qu'il faut imposer dans vos contrats, c'est avoir un rapport annuel d'activité, donc d'activité sur la fourniture de l'énergie, savoir où vous en êtes, et même aujourd'hui avoir accès à la plateforme de supervision, en tout cas de déconsommation d'énergie. Il ne faut pas attendre un an, quelque part, à la fin du rapport pour dire ah oui, tiens, on était en dépassement ou on était en économie. Aujourd'hui, tous les exploitants ont une plateforme, un front, dans lequel on peut voir au mois le mois, quelque part, si on est en dérive ou si on est en performance. Donc, c'est important de challenger aussi l'exploitant derrière pour lui demander un petit peu tout ça. Il y a la partie répartition du poste P3. Donc, idéalement, c'est pareil, dans un contrat d'exploitation P1, P2, P3. Oui, pour le P3, mais il faut avoir une vision sur les coûts qui ont été générés dans ce P3, donc une fois par an, et avoir aussi des factures avec le type de matériel et le prix de la main-d'œuvre derrière. Il y a aussi, parfois, il peut y avoir des dérives au niveau des frais de facturation. Mettre en place des pénalités et aussi, pourquoi pas, une clause sur l'évolutivité du matériel, c'est-à-dire si jamais demain, on doit changer un circulateur qui était à vitesse fixe, par exemple, on le remplace par un circulateur à vitesse variable qui est obligatoire aujourd'hui, il ne faut pas que vous ayez à payer le delta de prix, même si vous avez un P3. Donc, tout ça, il faut l'intégrer automatiquement dans votre contrat. Faire bien attention aussi aux petits Q qu'on vous donne, en tout cas dans les cibles. On vous donne la cible théorique NB, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à contrat. Mais il y a aussi cette valeur petit q, c'est la quantité d'énergie pour chauffer 1 m3 de CS, qui est variable en fonction de si vous avez du solaire thermique, si vous avez une boucle
de bouclage aux chaudes sanitaires qui étaient fortement isolées. Donc, c'est pour ça le calorifuge aussi, là, rentre en jeu fortement par rapport à cette consommation pour chauffer 1 mètre cube d'eau chaude, parce que la plus grosse des variations, souvent, vient à cause de la boucle, hein. Donc, c'est des choses à bien prendre en compte. Là, je vous ai mis un petit exemple par rapport à l'analyse d'un contrat P1, P2, P3. Donc, ici, on voit bien qu'il y a une cible. Là, on est sur un contrat prestation avec intéressement. Donc, on a une température contractuelle qui est fixée dans le contrat. On a un NB, donc une consommation théorique d'énergie pour le chauffage, le petit Q qui a été donné ici, et votre degré jour de base aussi qui a été donné. Donc, on voit facilement, c'est vrai qu'on arrive, comme je vous disais tout à l'heure, on fait facilement moins 12% d'économie d'énergie dans une chaufferie. Il faut savoir que sur cette chaufferie, rien n'a été changé. Rien n'a été isolé. Donc, on est toujours sur le même matériel. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut avoir du moins 10 à plus 9%, plus 8% de consommation. Ça veut dire que sur le même matériel, à degré jour égal, on peut facilement avoir 20% d'écart de consommation. Ce n'est pas normal. Toute chaufferie aujourd'hui devrait maintenir, c'est-à-dire on devrait dire notre valeur de référence, c'est ici le moins 10%, et on devrait maintenir pour avoir toujours ce même niveau de consommation derrière. Parce que ça veut dire derrière, je me souviens bien de cette chaufferie, il y avait 3 chaudières. À mon avis, il y avait une chaudière qui était en carafe, en fait, qui ne tournait pas, et toute vanne ouverte, et elle a continué de fonctionner pleinement. Et là-bas, on est sur un régime de température élevée au niveau des chaudières. Un coup de tournevis, une mauvaise manipulation peut vite générer derrière 10% d'augmentation des consommations. C'est pour ça que c'est très, très important d'avoir une surveillance derrière de son chauffage. Là, c'est une petite, voilà, là j'ai repris, je vous ai fait le graphique. Donc là, ici, la courbe gris clair, c'est votre cible. Donc, on s'aperçoit qu'avant, on était en version plutôt économie d'énergie, et une année, on a été en dépassement. Il ne faut pas attendre un an. On aurait pu prévenir quelque part ça en regardant le profil de consommation mensuelle à degré jour constant, et on aurait pu éviter justement cette surconsommation. Donc, il faut toujours avoir une performance permanente dans les chaufferies. Là, c'est un autre exemple de contrat. Alors, celui-là, j'aime bien parce que là, on avait des cibles. Donc, au niveau de l'intéressement, c'est variable. Donc, il faut savoir qu'il faut vraiment mettre son nez dans ces contrats parce qu'il peut y avoir des dérives. En principe, quand il y a un dépassement de la cible, donc là, la cible a été très mal calculée. On est à moins 42%, moins 48% d'écart par rapport à la cible fixée dès le départ. Ça veut dire que l'exploitant, là, pour le coup, nous, on a chiffré qu'il y avait plus de 22 000 € hors taxe de trop perçus par l'exploitant car la cible n'avait pas été révisée. Donc, c'est important de bien mettre son nez dedans parce que il y a des chiffres, il y a des calculs et vous n'êtes pas toujours au fait de bien calculer ces écarts. Là, je vous ai mis un autre exemple de cas. C'est pas sur un contrat, c'est ce qui a été un peu la base en fait. Là, on a incubé le service Walter. On a eu un premier coup de cœur, un prix coup de cœur à Batimat à Paris. Donc, c'est un bâtiment 2005, donc bien isolé, avec des chaudières à condensation, une production d'eau chaude collective, une expansion à bâche ouverte et du planche chauffant. Donc, aujourd'hui, c'est une installation qu'on a regardée depuis 3 ans et sur lequel on a fait, là, pour le coup, une expertise, les travaux de maîtrise d'œuvre derrière et le commissionnement, ce qu'on appelle le commissioning derrière, où on fait de l'AMO pour faire le suivi sur 2 à 3 ans. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis 2005, on a changé 2 chaudières 3 ans plus tard. On a changé un total de 6 chaudières en 12 ans. Donc, ce qui est quand même extraordinaire. On a changé les circulateurs à tire-larigot, des vannes de voie, des vannes de 3 voies. On a dû désembouer, on a changé les changeurs à plaques, des points de consigne de régulation qui étaient beaucoup trop élevés pour du planche chauffant. Donc, c'est un petit peu le constat qu'on a fait quand on est arrivé. Donc, on a fait une rénovation complète. Donc, c'est toujours difficile à des copropriétaires de dire votre installation, des copropriétaires ou votre maître d'ouvrage, votre installation a 12 ans, mais par contre, il faut refaire totalement votre chaufferie. Donc, c'est ce qu'on a fait, ce qu'on a réussi à faire passer. On a fait un gros désembouage, poste de filtre magnétique pour mettre en pérennité l'installation. On a mis en place un adoucisseur, on a remplacé l'expansion. On est descendu à peu près de 300 kg la puissance de la chaufferie
avec du recul, on aurait pu descendre encore de 150 kg. Et on a optimisé la régulation et optimisation de la puissance. Bon, tout ça, c'est fait bien sûr en très bonne collaboration avec l'exploitant en place qui a joué le jeu. Sans un bon exploitant, du moins sans ce partenariat quelque part, ce tiercé gagnant, exploitant, maître d'ouvrage et un tiers indépendant, ça ne peut pas fonctionner. On est dans l'humain avant tout. Coût des travaux, 112 000 €, à savoir que ça, c'est parti en judiciaire, bien sûr, et les copropriétaires ont gagné. Les retours, en tout cas, c'est assez impressionnant. Donc, au niveau des consommations, on sait qu'on a réussi à faire, donc ça, c'est mesuré. Aujourd'hui, on est même à moins 38% d'économie kilowattheure. À savoir qu'on est resté sur la même typologie de chaudière. On est chaudière à plus derrière. Donc, il n'y a pas de souci. C'est juste du réglage, de l'optimisation au niveau de la chaufferie. Donc, plus de 35%. Un temps de retour qui est vraiment fabuleux pour eux finalement. On a vu qu'à peu près 112 000 € d'investissement. Les économies par an sont de 21 000 €. Donc, le calcul est vite fait, à savoir que le prix de l'énergie coûtait beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec l'augmentation du prix de l'énergie, c'est encore multiplié par 2 quelque part le temps de retour, moins divisé par 2 plutôt. Pardon. Et c'est d'un point de vue environnemental, bien sûr, parce que nous, c'est ce qui nous anime, c'est 70 tonnes en moins de CO2 libérées dans l'atmosphère. Donc, c'est pour ça qu'on a créé Walter. Walter, c'est une société où nous, on a développé en fait tout un mécanisme avec un outil aussi d'expertise et un service, parce que faire de l'expertise pour faire de l'expertise, faire du contrôle, ça ne sert à rien. Il faut aussi, derrière, accompagner au changement, accompagner les mécanismes de « on a toujours fait comme ça », où on va ramener beaucoup de pédagogie au sein de la copropriété, que ce soit avec les copropriétaires, mais aussi beaucoup avec l'exploitant. On va le prendre par la main, on va le challenger, on va protocoler l'installation, on va mettre le nez dans les contrats pour remettre une certaine équité si jamais il y a une dérive. En tout cas, tout le monde se met autour de la table, autour de la valeur technique. On va quantifier les économies, les temps de retour sur investissement et le montant des travaux. Donc, on a créé le premier diagnostic de performance chaufferie. Donc, on est une société qui a été lauréate. On est jeune entreprise innovante et on postule à pas mal de concours actuellement. Donc, les clés du succès pour obtenir des économies au niveau de ces chaufferies. Donc, on a vu que c'est assez facile d'aller chercher les économies, mais il faut bien connaître. Pour ça, il faut déjà diagnostiquer, avoir une photographie technique des installations, administrative aussi, et derrière, amener beaucoup de pédagogie pour faciliter la prise de décision. Il faut comprendre le jargon de l'exploitant. Ça tombe bien, j'ai un bagage de responsable d'exploitation de chaufferie. J'étais aussi bureau d'études, donc avec des ingénieurs. Donc, j'ai le double langage, en tout cas, du bureau d'études et de l'exploitant. Donc, c'est des gens c'est des professions que je connais très bien. Derrière, il faut maîtriser parce que les leviers de décision les plus importants, bien sûr, c'est le côté financement prévisionnel. C'est toujours pareil. Nous, on amène des valeurs environnementales, mais derrière, c'est combien ça coûte et est-ce que je vais l'amortir et à quelle vitesse. Donc, tout ça, il faut maîtriser les dépenses énergétiques. Derrière, on fournit les APS, tout ce qui va être aide financière aussi, on oriente le client final et accompagné, bien sûr. On met en place un référent technique énergie dans la copropriété sur lequel on va le former, en tout cas, à prendre conscience de beaucoup de choses sur la valeur énergétique dans sa copropriété et travailler plus sur le préventif que le curatif. Donc, il faut savoir qu'à peu près, on peut monter jusqu'à 40% d'économie quand on travaille sur la chaufferie. Voilà, donc après, on fournit des rapports qui sont simples. Donc, toujours pareil, un rapport technique, un rapport qui va permettre de pouvoir discuter avec l'exploitant. On va redimensionner aussi automatiquement ces choses qu'on fait systématiquement avec l'analyse de l'eau également. Donc, on fait plus de 600 points de contrôle. Et après, derrière, le rapport d'activité financière environnementale. Donc, ça, c'est celui qui anime en général les copropriétaires. C'est combien ça me coûte aujourd'hui, combien je peux économiser, en combien de temps je vais l'amortir. Et si vraiment vous avez la valeur environnementale, on vous donne une équivalence CO2. On vous donne aussi l'équivalence voiture, parce que c'est vrai qu'on parle de CO2, on ne voit pas très bien ce que ça représente. Mais si je vous dis une tonne de CO2, c'est une voiture qui fait 10 000 km par an, là, on arrive plus facilement à se rendre compte de l'impact, en tout cas, environnemental qu'il peut y avoir.
et derrière, on vous donne un plan d'action. Il faut savoir qu'au niveau des chaufferies, j'ai fait de la maîtrise d'œuvre globale. Donc, on a fait ITE, changement de fenêtre, plancher haut, plancher bas, chaufferie, où on est arrivé à moins 60% d'économie sur la chaufferie. Mais tout ça, ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, des cycles de décision qui sont longues et des investissements qui sont lourds. On sait que si on travaille correctement sur une chaudière, sur une chaufferie, on peut faire l'équivalence de 40 chaufferies pour une personne. Donc, on fait moins d'économies, mais par contre, on en fait beaucoup plus. Donc là, on peut vraiment massifier. Et il faut se dire une chose par rapport aux exploitants de chauffage. Donc, nous, c'est notre rôle aussi de les emmener vers de la formation pour les faire monter en compétences. C'est qu'il y a un technicien de chauffage par chaufferie, mais il n'y aura jamais un ingénieur par chaufferie, on va dire, pour faire de la performance énergétique. Donc, il faut vraiment s'appuyer. Pour nous, les exploitants de chauffage sont un chevalier ouvrière quelque part de la transition énergétique, mais par contre, il faut les challenger un petit peu et avoir une vision un petit peu externe pour pouvoir leur donner une feuille de route. Voilà un petit peu par rapport à la présentation. Alors, je pense je suis à peu près dans le timing, donc j'ai tenu les 40 minutes max. C'était pas mal, Voilà. c'est assez dense. J'espère que on n'a pas été noyé, ou en tout cas été convaincu par le fait de rénover les chaufferies. C'est vrai que souvent, c'est pas forcément des gros coups. Comme disait Tony, c'est un petit coup de tournevis et tout de suite 5% d'économie d'énergie par rapport à tout le reste. C'est vrai que c'est dommage quand on a tous les équipements qui sont en place, juste qu'ils soient mal utilisés. Alors, on va prendre du coup les questions, on va remonter la liste du haut vers le bas. Donc, il y avait une première question sur la légionnelle. Quelle est la température minimale dans les circuits de chaude sanitaire pour garantir une non-prolifération de la légionnelle? Alors, la température, réglementairement, il faut revenir à un retour de boucle quand on a un bouclage à 50 degrés. Ça, c'est le minimum. On n'a pas le droit d'être en dessous. Après, il faut faire des chocs thermiques. Donc, il faut être à 55, 57 degrés et pousser à 60 degrés à peu près une fois par 24 heures pendant 4 minutes pour tuer les légionelles. Après, tout dépend. On peut pousser l'eau plus haut. Après, tout dépend un petit peu de l'utilité. Est-ce que il y a des bras morts? Est-ce que il y a une utilisation régulière? Je pense beaucoup aux résidences secondaires, des choses comme ça. Donc, pour moi, il faut ajuster au plus bas. Et après, tout dépend de votre préparation. Si vous avez un fort volume d'eau, il y a plus de risque de développement légionnel. Si vous avez un faible volume d'eau, il y aura un risque qui sera beaucoup plus minimisé. Tout dépend de la production de chauffage que vous avez derrière, mais il ne faut pas dépasser 60 degrés, ça c'est sûr, parce qu'au niveau de vos points de distribution, vous devez avoir à peu près de 50 à 55 degrés, selon si c'est un évier de cuisine ou si c'est un lavabo. Et un retour, en tout cas, ce qui compte surtout, c'est le retour de bouclage. Il ne faut pas qu'il soit en dessous de 50 degrés. Voilà. Très bien. Alors, donc, il y avait une question qui était plutôt d'un aspect pratique. Donc, est-ce que l'enregistrement sera diffusé sur la plateforme? Donc oui, là, j'enregistre et puis je donnerai le lien pour le replay et puis aussi le support de présentation pour que vous puissiez regarder aussi un peu en détail et de façon un peu plus tranquille ce que Tony vient de nous présenter. Alors, il y avait un arrêté, ça c'était sur les chaufferies. Tu pourras peut-être, Tony, nous partager ou pareil, j'essaierai de rediffuser. Il y avait un arrêté dont tu parles dans une de tes slides sur les réglementations dans les chaufferies. Donc, on pourra peut-être essayer de trouver ce document. Oui. Alors, donc, question suivante. Quand installer un adoucisseur? Ah non, il y avait une question sur le tartre aussi que j'ai loupé. Comment est détecté le tartre ou la boue? Tout simplement. Alors, une analyse de l'eau. Donc, le tartre, en fait, il faut le détecter. Alors, déjà, on va regarder l'eau entrante dans le circuit, dans le réseau de chauffage. L'eau entrante, même si on a un adoucisseur, on fait un test avec des petites gouttes d'eau. C'est ce qu'il y a de mieux. Le plus facile et ce qui coûte le moins cher. Donc, on va regarder ce qu'on appelle le TH, le TH de l'eau, qui va vous donner une mesure en degrés français. Donc, il faut savoir que les constructeurs de chaudières, en général, ils ont un TH à 0. Donc, il faut que ce soit adouci. Après, si on a une eau qui est peu entartrante, donc inférieure à 12, et qu'on ne remplit jamais l'installation, bon, on peut dire ça, pourquoi pas. On peut se passer à adoucisseur. Ce que je préconise quand même, c'est un pico adoucisseur,
un micro-adoucisseur, on va dire, sur le remplissage. Pas la grosse Bertha. Mais après, c'est toujours pareil, si on remet souvent de l'eau dans l'installation, c'est la quantité qui fait le poison. Hein, donc, c'est surtout ça. Après, on peut mettre des dispositifs sur le CS où on met un peu plus en stagnation quelque part le calcaire, où on transforme le calcaire en calcite. Pour le coup, c'est une action physique et non chimique, et ça évite d'avoir un adoucisseur derrière. Hein, donc, qui va mettre en suspension le calcaire. En tout cas, pour ma part, sur la partie chaudière, je vois trop de cases de chaudière aujourd'hui, donc je préconiserais quand même de mettre un pico-adoucisseur que sur le remplissage ECS. Après, si on a une eau qui est très dure, il faut aussi mettre sur l'eau chaude sanitaire. Merci. Alors, comment on se rend compte aussi d'un rétrécissement? Donc là, on parlait de calcaire et puis boue, et là, un rétrécissement. Donc, comme tu as montré, en fait, ça fait réagir les photos que tu as montrées avec des canalisations qui étaient 90% obstruées. Le rétrécissement, en principe, il faudrait toujours avoir une manchette témoin, on va dire déjà au départ de l'ECS, c'est-à-dire une dérivation de votre sortie d'eau chaude, sur lequel un jour, on va fermer les vannes, on va sortir la manchette, on va regarder dedans. Ça, c'est le côté idéal. Après, on peut se rendre compte à partir du moment où, quand tout le monde tire de l'eau chaude, on a de moins en moins de débit. Donc, on crée une forte perte de charge derrière, dû au rétrécissement. Donc, c'est surtout un petit peu comme ça qu'on s'en aperçoit, en fait. Hein. Quand il manque de l'eau, c'est de plus en plus long à chauffer. Hein, donc, c'est comme ça qu'on s'en aperçoit, souvent. Mais la manchette témoin, c'est la partie vraiment la plus facile à faire. Alors, c'est une question qui revient encore un petit peu sur le calcaire. Il y avait une question, donc, quand installer un adoucisseur? Donc, ça t'a partiellement répondu. Suivant la dureté de l'eau, le nombre de logements, etc., par rapport à l'investissement financier. Et pour le désembouage, à quelle fréquence, suivant l'installation? Quel est le moment opportun? Au moment du changement de chaudière, point d'interrogation. De toute façon, oui, au moment du changement de chaudière, il y a une analyse d'eau qui va être là. Alors, soit des embouages. On était coupé. Non. Oui, c'est bon, c'est revenu, un petit bug. Donc, le désembouage, ce n'est pas automatique. Hein, donc, ça passe d'abord par une analyse de l'eau. Donc, ça peut aller du simple rinçage de l'installation avec de l'eau adoucie. Après, avant changement de chaudière, ou même pas besoin de changer la chaudière, hein, c'est analyse du pH. Hein, donc, il y a un pH aussi qui est donné spécifique par le constructeur. Est-ce qu'on est dans le spec constructeur quelque part de notre acidité de l'eau? Parce que le pH a une indication intéressante, c'est souvent quand le pH descend, on a souvent une eau basique dans une installation, mais quand on se rapproche du pH 7, hein, vers la neutralité, ça veut dire qu'il y a souvent un problème d'oxydation derrière. Donc, corrosion, boue, des choses comme ça. Hein, donc là, on a une dégradation de l'eau. De toute façon, c'est l'analyse de l'eau vraiment qui va qui va donner le tempo s'il faut faire un désembouage ou pas, hein, derrière. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, il faut protéger les installations maximum. Filtre magnétique, aujourd'hui, on a pris aussi conscience que les dégazeurs, c'était pas mal aussi sur la pérennité des installations. Donc, on va supprimer beaucoup plus d'oxygène dissous qui va venir oxyder l'installation. Alors, une question sur quand faire évoluer son matériel pour être communicant. Je pense que là, c'est quand tu parlais des plateformes où tu peux suivre en fait la consommation. Oui. Alors, il faut déjà voir ce qu'on veut avoir en termes de… Le minimum, pour moi, ce serait la consommation d'eau chaude, la consommation d'eau qui rentre dans le ballon. Hein, ça, c'est la première des choses. Et puis après, le compteur d'énergie derrière, le compteur d'énergie, le compteur gaz, si c'est du gaz naturel, ou à la rigueur, mettre un compteur sur le fuel et puis faire un relevé. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément la peine de connecter la régulation. Ça reste quand même le rôle de l'exploitant. Hein, pour moi, c'est les deux indicateurs principaux. En fait, c'est la consommation d'eau et la consommation de gaz. Aujourd'hui, il y a pas mal de plateformes qui se créent. Nous, on crée la nôtre aussi avec des systèmes simples, non intrusifs, pour pouvoir piloter au mieux, créer la cible et avoir une alerte en cas de dérive. Mais ça ne coûte pas très cher aujourd'hui, on va dire, de se connecter. Et donc, il n'y aurait que le compteur d'eau à la rigueur qu'il faudrait peut-être remplacer. Hein, mais aujourd'hui, il y a des GRDF addicts aussi. Hein, on peut avoir ces consommations à distance. Donc, ça ne sert à rien forcément de mettre un appareil communicant dans le compteur gaz chassant qui est déjà communicant aujourd'hui. Hein. Donc, on met un double appareil.
Donc, pour moi, moins on met de matériel, mieux on se porte et mieux c'est pour la planète. Donc du coup, si je résume, c'est faut surtout essayer de relever les consommations, donc gaz, eau et choses comme Ouais. ça, tout en sachant qu'il y a soit des petits appareils qui existent à assez bon marché, donc qui seraient intéressants à mettre en place, soit il y a déjà ces relevés sont déjà en place via Ouais. GRDF ou les exploitants. Oui. Donc en fait, il faut surtout voir avec eux pour avoir Oui. ce qui nous donne les accès, quoi. Oui. Et- S'ils ont des régulations déjà communicantes, ça se trouve, ils ont peut-être déjà la main, hein, surtout quand ils ont du P1. Souvent, ils ont déjà des choses communicantes. Il faut juste leur demander les accès et ils vous les donnent. Et par contre, il faut challenger un petit peu, parfois dire oui, j'aimerais bien avoir ça. Hein, mais aujourd'hui, ils peuvent l'avoir quand il y a du P1. Ok. Et alors du coup, conseillez-vous de prendre un P1 ou non? Ah ah question piège. Pour moi, le maître d'ouvrage doit rester propriétaire de sa fourniture d'énergie. En tout cas, il doit avoir la main. C'est-à-dire qu'il le délègue à l'exploitant, c'est une très bonne chose. Mais le problème, c'est quand on part à un contrat P1, c'est un contrat qui dure dans le temps quand même, hein, qui va de 8 à 10 ans, et que vous n'avez plus le choix quelque part de votre fourniture d'énergie, de votre fournisseur d'énergie. Hein. Donc, on voit tellement de fluctuations en ce moment, mais il faut toujours, pareil, si vous voulez challenger sur le prix de la molécule, il faut que vous puissiez quand même avoir la main là-dessus. Et quand vous partez pour 8-10 ans, vous n'avez plus du tout la main, en tout cas pendant 8-10 ans, sur votre prix de la molécule. Hein, donc, P1, ça peut être bien. Il faut déterminer une bonne cible déjà avant de consommation, avoir sondé dans les comptes pour voir s'il n'y a pas d'amélioration à chercher au niveau de ce contrat, mettre les bonnes clauses qui vont bien aussi de pénalité au cas où. Après, voilà, hein, il y a pas de. Après, il y a les CPE qui existent aussi maintenant. Hein, donc, il y a aussi des choses aussi à faire au niveau des CPE. Mais c'est pareil, il faut que ce soit vu par un tiers indépendant et non par l'exploitant. Parce qu'il est juge et partie et que c'est normal de mettre dans la boucle quelque part une personne extérieure. Soit en copropriété, un copropriétaire qui est déjà sensible, qui peut s'en occuper, ou à la rigueur, un professionnel indépendant, un bureau d'études. Merci. Donc, je fais le sous-titrage, mais CPE, c'est le contrat de performance énergétique. Oui, pardon, oui. Voilà, pour ceux qui ne sont pas tout à fait. Dans mon monde. Donc, les gains énergétiques obtenus sur la chaufferie peuvent-ils être associés à la rénovation globale pour obtenir les 35% de gains énergétiques qui donnent droit à MaPrimeRénov'? Donc, est-ce qu'on peut activer le MaPrimeRénov' CoPro avec une rénovation de chaufferie en disant là, toi, tu arrives à gérer 20%, on fait un changement on isole plancher haut et du coup, on peut avoir le MaPrimeRénov' CoPro? Les questions sont très, très pointues, hein, ça me plaît ça. En fait, le seul problématique, c'est que pour avoir MaPrimeRénov', on passe par un moteur de calcul THCE, un moteur de calcul réglementaire. Nous, aujourd'hui, les économies qu'on modélise, c'est les économies terrain, des vraies économies qu'on mesure. C'est basé sur à peu près 12 ans d'expérience de maîtrise d'œuvre et de commissionnement qu'on fait déjà. Et on sait qu'on va les atteindre, ces performances. Le problématique, c'est que pour MaPrimeRénov', en fait, on passe par du théorique et on ne valorise pas quelque part les économies. On dit vous avez une bonne chaudière, une mauvaise chaudière. En fonction de l'année de la chaudière, c'est comme tout à l'heure, quand on parlait des chaudières A++, et oui, on en voit sur lesquelles il y a des dérives, mais elles ne condenseront jamais. On a 10-15 points d'écart de consommation. Donc, dans le moteur de calcul du bureau d'études, oui, c'est surtout en fonction de l'année de la chaudière, mais pas en fonction du rendement de l'installation. Donc, pour l'instant, c'est non, malheureusement. Donc, c'est des questions qu'on a déjà soulevées au niveau de l'ASDER, c'est dire comment valoriser plus ces économies pour atteindre ces 35%. Ça, il faut savoir qu'il y a plusieurs petits indicateurs sur lesquels on peut jouer sur les moteurs de calcul. Donc, aussi à jouer avec le bureau d'études pour dire oui, mais on va faire des gros travaux, on a des gros gains à faire sur la chaufferie. Donc, est-ce qu'on peut améliorer un petit peu les chiffres? Donc, parfois, il y a 2-3 points à y chercher, mais c'est 2-3 points qui permettent aussi pour vous d'avoir des aides. Alors, bon, il est 14h, on s'était dit d'arrêter à 14h, mais il reste encore quand même quelques questions. Donc, si ça vous va, on peut encore poursuivre 5-10 minutes. Tony, ça te va? Ah, moi, il y a… Ça te va. Bon. Et en tout cas, on ne prendra pas offense si vous quittez, mais ceux qui sont encore intéressés, on poursuit encore 5-10 minutes pour traiter les questions qui sont encore en cours. Alors là, il y avait une question de Martial, mais du coup, je ne comprends pas trop la question. Donc, si tu veux prendre la parole pour Oui, en tout cas, oui, je vois copropriété de ballon de 1500 litres. C'est ça. Si tu veux prendre la parole
pour nous expliquer ta question. C'est le moment. Une trappe de Non, visite, je c'était pense qu'il juste un commentaire par rapport à quand Tony a parlé de ma question de tout départ, là, de l'ECS, là, pour la légionellose. C'était juste un commentaire pour dire qu'on avait une copro avec deux ballons de 1500 litres. Il a juste fait écho de dire qu'il y avait des petites installations, mais nous, on est une très grosse copropriété, quoi. Voilà. Ok, merci. Voilà. Ça marche. Ouais. Donc, il faut un regard, hein, ça c'est sûr. Oui, je pensais que c'était par rapport à l'analyse de l'eau, oui, il faut t'entendre. De toute façon, c'est pas mauvais. Hein, vous appelez. Bon, après, les légionelles, ça peut être bon à un moment et moins bon de l'autre. Faire une analyse, il y a des sociétés comme Savoie Labo, des choses comme ça en fait, qui sont vraiment spécialisées dans l'analyse de l'eau, parce que c'est pareil, l'analyse de la légionelle, c'est assez particulier. Hein, donc n'hésitez pas à les contacter au cas où. alors, sur les chauffages collectifs au gaz, malgré de vieilles installations de circuits de chauffage au sol, peut-on installer des valves pour individualiser la consommation par appartement? Alors, je pense qu'il a voulu dire des vannes. Vannes, oui, je pense. Pour individualiser les consommations, il faut voir un petit peu. Oui, alors oui, vous pouvez très bien, mais il faut juste voir la distribution, comment elle est faite. Est-ce qu'elle est faite en gaine palière avec un départ par appartement, départ retour? Oui, dans ce cas-là, on peut mettre des compteurs d'énergie sur le plan chauffant. Et moi, ce que je conseillerais presque aujourd'hui, parce que je vis le cas, hein, je vis en copropriété, je suis locataire et je suis surchauffé et je râle. Et je demande qu'on individualise les frais de chauffage avec un pilotage de vanne de voie. Ça, c'est des choses que, oui, il faudrait faire par la suite. Ça se calcule. Il ne faut pas juste aller voir Ista en disant individualisez-moi les frais de chauffage parce que c'est obligatoire, et essayer de faire des travaux qui sont intelligents en disant comment on pense la distribution de demain pour notre confort, parce que une personne a peut-être 20 degrés parce qu'elle veut faire de fortes économies. Donc, il faut aussi pouvoir agir de cette manière. Donc, on va dire oui et non, ça va dépendre de l'architecture de votre Oui. réseau Ouais. de distribution de chauffage, mais si c'est individualisé, c'est tout à fait possible. Est-ce intéressant de mettre des vortex type EDIA, Cleanstrom ou Drago? Drago, ouais. Oui, alors on le préconise aujourd'hui sur la production, sur l'eau Peut-être tu peux faire un chaude. petit topo sur ce que c'est pour peut-être tout le monde ne Alors, connaît pas. alors moi, j'en ai pas sous la main, mais si j'en ai un à 5 mètres, là, j'aurais pu vous le montrer. En fait, c'est un dispositif qu'on va placer sur la rivée d'eau froide, souvent, qui va distribuer après l'eau chaude sanitaire. Hein, donc, on va transformer les molécules. Alors, je ne suis pas le grand spécialiste comme Eja ou Drago ou Kinstrom, mais qui va transformer les molécules de calcite en aragonite, et 2000 fois plus petit à peu près, il me semble, et qui va mettre le calcaire en suspension. Donc, le calcaire n'est pas enlevé, on n'a pas déminéralisé l'eau, mais par contre, on a rendu la molécule non accrochante, non adhérente. Hein, donc, c'est des dispositifs que, oui, on peut mettre sur l'alimentation pour la production d'eau chaude. Après, sur les chaudières, j'ai un petit peu de mal quand même, parce que j'ai toujours le volet garantie de ma chaudière. Le constructeur vous dit qu'il vous garantit la chaudière à partir du moment où il y a une eau avec un TH inférieur à 5. Et que si je fais une analyse de l'eau avec ces dispositifs, je n'ai pas un TH inférieur à 5. C'est ça le problème. Par contre, a priori, ils mettent aussi ce type de matériel pour enlever les boues dans les circuits de chauffage. Ah oui, oui, et déjà le fond. Oui, alors c'est toujours pareil, hein, même pourtant Corinne Bartosa, que je connais bien, et elle fait un mixte en fait aussi, avec un tout petit peu de. Voilà, on met quand même des filtres magnétiques plus son produit. Après, tout dépend de la nature des métaux. Il faut que ça s'y prête bien, et oui, ça marche. Ça marche. Mais parfois, ça ne marche pas aussi. Mais c'est pour ça, il faut passer par un bon professionnel, en fait, qui va vous accompagner là-dessus. Parce que moi, je sais, pour bien connaître Regia, en fait, ils ne préconisent pas leur matériel s'ils savent que derrière, ils ont un retour qui va être mauvais. D'accord, merci. Après, si on peut éviter, comme je dis toujours, un bon rinçage. Après, si on peut éviter le chimique, c'est quand même mieux pour l'installation. Le chimique, c'est le sel? Le chimique, non, ça va être des produits là. Non, parce que là, on parle des embouages. Hein.
Ok. On parle de embouages, donc là, on est sur des produits plus chimiques, en fait, qui sont à base de… Alors, le but, c'est d'absorber l'oxygène, donc pour éviter la prolifération des algues ou de la corrosion derrière. Oui, en effet, certains proposent des biocides ou des inhibiteurs. C'est ça. Okay. Très bien. On va faire une dernière question là. Qu'est-ce que tu penses des IFC, donc individualisation des frais de chauffage? Alors, c'est possible pour une copropriété. Tout dépend de l'année du bâtiment. C'est obligatoire. Les RFC, oui, les répartiteurs de frais de chauffage. Oui, pardon, les répartiteurs. Répartiteurs de frais de chauffage, c'est obligatoire, il faut le faire. Mais voilà, après, moi, j'estime que quand on vit en copropriété, ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est penser à enveloppe et avoir une température globale qui soit identique à tout le monde. Réduire au maximum les consommations, ça reste quand même des indicateurs. Je sais que pour faire des analyses, en tout cas sur la faisabilité de la mise en place d'individuation de frais de chauffage, je sais qu'une fois, j'étais confronté à une société qui voulait poser des RFC justement sur des radiateurs qui étaient plus longs que hauts, avec une arrivée-départ du même côté. Et non, c'est non. Ils ont beau avoir des algorithmes. Alors déjà, j'ai demandé les algorithmes, ils n'ont jamais donné. Ah oui, mais c'est notre laboratoire en Allemagne. Bah ouais, mais bon, moi, sans ça, je peux pas le conseiller. Donc, je préconiserais avant tout, c'est un remplacement des radiateurs pour avoir des départ retour croisés, déjà sur les types, pour avoir une bonne homogénéité quelque part de la répartition de la chaleur sur mon radiateur. Et après, on pourra penser à individuation avec du RFC. Mais je ne suis pas toujours favorable, en tout cas, pour ce type de matériel. Pour moi, on vit en collectivité. C'est toute dernière question qu'on va prendre, ça va être du coup, à partir de quelle année de bâtiment cela est impossible? Donc on parle là justement sur les RFC et les IFC. Pour les RFC, en fait, il y a 3 critères. Il y a un critère de consommation. C'est tous les bâtiments qui consomment plus de 80 kWh par mètre carré par an. Donc, tous les bâtiments anciens, ils ont le droit. Après, il faudrait juste voir ses consommations, parce que c'est en fonction des consommations réelles. Même un bâtiment qui est BBC, on a des bâtiments BBC aujourd'hui qui surconsomment. Donc, ils peuvent peut-être rentrer dans le champ d'application. Ce n'est pas sur du théorique, là, on est sur du réel. Après, ça va être le coût de la mise en place de cette individuation RFC. Comme je disais tout à l'heure, un RFC, alors il y a 2 types d'individuation. Il y a soit le CET, ce qu'on appelle le compteur d'énergie thermique, qui est à ultrasons. C'est un appareil de mesure, à proprement dit. On mesure des kilowattheures, alors qu'un RFC, on va donner une quantité d'énergie. Donc, on est grosso merdo, on va dire, c'est à peu près autant de consommation. Donc, ce n'est pas un appareil de mesure à proprement dit. C'est pour ça que les bailleurs, d'ailleurs, se sont battus, pour moi, de façon totalement juste, comme quoi ce n'est pas un appareil de mesure. Donc, après, on va calculer ce qu'on appelle un temps de retour sur investissement, qui est donné par un arrêté, en tout cas, par une règle de calcul, avec un temps d'économie en fait, sur les 10 ans à venir. Donc, si on sait, c'est le CGA, c'est la consommation globale actualisée, je crois. Si on est inférieur à 0 ou supérieur à 0, c'est un go, no go, quelque part, de l'obligation de rentrer dans la réglementation. Merci Tony, on va clore ce webinaire sur les chaufferies. Donc effectivement, ce que j'ai vu, c'est un monde un peu technique, donc c'est pas forcément évident de s'immerger dedans, mais on sent et on voit qu'il y a beaucoup d'économies d'énergie potentielles à aller chercher là-dessus. Et puis, c'est vrai que c'est peut-être aussi parce que c'est technique et que c'est sombre que personne ne veut y aller, mais il ne faut vraiment pas hésiter à, en tout cas, ouvrir la porte de la chaufferie pour essayer de mieux comprendre et donc, du coup, de faire clairement des économies d'énergie quand même substantielles. Donc, c'est bien pour ça que peu de personnes vont dans les chaufferies. Voilà. En fait, on donne toute une confiance, on donne aujourd'hui toute confiance quelque part à l'exploitant de chauffage, mais ce serait bien parfois d'avoir un petit regard qui vienne de l'extérieur. Et c'est donc pourquoi aussi on va militer demain, c'est un contrôle technique obligatoire, tout comme on le fait pour les voitures. Et on voit qu'une chaufferie consomme beaucoup plus d'un point de vue environnemental qu'une voiture.
C'est ça. Et du coup, peut-être le maître mot, c'est de se dire, pas hésiter en tout cas, à renégocier des contrats, challenger l'exploitant. S'il y a des compétences en interne, c'est parfait. Sinon, pourquoi pas se faire accompagner par des sociétés comme Walter, en tout cas, d'essayer de ne pas hésiter, en tout cas, de ne pas se dire c'est des sachants. L'exploitant, je lui fais totale confiance. Il faut quand même aller le chercher un petit peu sur ces points-là. Merci beaucoup. Donc voilà, je mettrai en replay la conférence, je partage le support et puis on poursuivra le cycle de webinaires dans le cadre du MOOC CoPro avec d'autres thématiques donc, qui vont être sur, je le redis, mais sur les aides financières, une autre un peu plus technique sur le confort d'été et puis une dernière sur les prêts collectifs. Donc on essaie d'alterner un peu des webinaires techniques et des webinaires plus financiers. Voilà, merci Tony pour ta participation et puis à tous pour votre participation. J'espère que vous allez descendre dans votre sous-sol à l'issue de ce webinaire pour aller voir si vos chaudières sont embouées. Au revoir. Merci, au revoir.